Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode d'Overtime qui sera un peu différent des 4 précédents. Mais avant de vous expliquer, présentation du quatuor du jour avec tout d'abord Régis Serf. Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Très heureux d'avoir passé un nouveau week-end sur les patinoires. Il y a eu des buts, hein. J'étais hier à Bienne et il y avait même plus de suspense qu'on l'aurait imaginé. Et Jean-Philippe Presselwenger. Salut Pascal, salut à tous. Et Stéphane Rochette, bien sûr. Salut Stéphane. Salut, bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous. Et moi-même, Pascal Eberhardt, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Cette semaine, on va s'écarter donc du chemin habituel dont vous avez l'habitude depuis le début de l'année 2021, puisqu'il y a eu Backcheck hier, un Backcheck que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour revoir les discussions sur les clubs et sur les résultats des clubs. On va donc s'intéresser à la grosse actualité qui a eu la semaine passée. Je pense que vous avez tous vu passer l'histoire de la National League, des 7 étrangers et des décisions proposées et à venir que la National League va proposer. Mais avant toutes ces choses, vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment poser des questions sur les clubs, on essaiera d'y répondre au maximum. Si vous avez des commentaires sur nos discussions, n'hésitez pas, j'ai un œil sur ceci pour pouvoir, si jamais, réagir. Mais avant de commencer, on va juste faire un tour au bord du Léman. Jean-Philippe, tu as contacté le Genève Servette ce matin. Question, est-ce que la quarantaine est terminée pour les Aigles ? Alors la réponse, elle a été la suivante, il n'y a pas d'entraînement ce matin, mais le match prévu à Langnau mercredi se jouera bien. Voilà les informations arrivées depuis Genève ce matin. Merci JP, donc on aura un match mercredi soir, à moins que Langnau passe en quarantaine, et puis pour les Biennois, il y aura aussi un match contre Genève vendredi, puisque c'est ce qui était prévu. Messieurs, je l'ai dit, il y a un gros morceau qui nous attend, c'est le changement des rapports de force qui est en train de s'opérer dans le hockey suisse. La semaine passée, il y a eu un premier conflit en cours de semaine entre les clubs et l'équipe nationale concernant la participation à 2 matchs à Fussen en Allemagne de l'équipe nationale. Dans un premier temps, la fédération a dit « on va y aller ». Lars Weibel a pris la parole en tant que directeur des équipes nationales. Et dans les 24 heures qu'on suivi, finalement, on n'y va pas. Régis, n'aurait-il pas été plus sage de ne pas communiquer sur la volonté de conserver les matchs au final ? Bon, moi, ça me du tout de voir des gens avancer leurs arguments et se manifester, dire on existe, on veut une place, on veut jouer et tout. Quelque part, il joue son rôle. Maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle configuration qui s'est établie avec des rapports de force qui vont s'établir progressivement. Il faut les définir entre les représentants des équipes nationales, les représentants des clubs. On a bien compris que maintenant, c'est fini l'entente cordiale et ce qui sort aujourd'hui, c'est vraiment ce qui doit au jour le jour occuper certains hauts dirigeants de la fédération de la National League. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont divergents. On l'a bien compris, les décisions qui ont été prises et dont on parlera d'ici quelques instants, elles vont aussi dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est vrai, Lars Weibel, quelque part, il aurait mieux fait de se la coincer plutôt que de dire autre chose 24 ou 48 heures plus tard. Maintenant, c'est aussi bien qu'on sache ouvertement que les positions, elles ne vont pas toutes dans la même direction. Et il y a plein d'éléments qui nous le prouvent. Et puis l'autre aspect que j'aimerais quand même dire, c'est que sur le fond du problème et pas sur la forme, je pense que Weibel, il était un peu à côté de la plaque parce qu'on est tous ici d'accord, je pense, pour dire qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi et envoyer les gens à l'étranger alors qu'on a à peine le droit de sortir du pays actuellement. Et ouais, vraiment là, c'était je trouvais un peu sur le fond déplacé. Stéphane, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non. Ce qu'a dit Régis, c'est tout à fait vrai. Écoutez, je pense qu'il s'est fait, selon mes infos, il s'est fait mettre en place un peu. Donc, que lui défende son beef avec l'équipe nationale. Lui, c'est son business. Il est responsable de l'équipe nationale. Il essaie de faire son job au mieux. Il veut avoir la meilleure équipe possible. C'est ce qu'il veut faire. Et lui, il pensait que de réunir l'équipe serait une bonne idée pour son business à lui. C'est défendable, sa sortie. Sauf que c'est la façon qui me dérange en disant, selon, réglementairement parlant, l'équipe nationale a priorité, Là, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Et puis, comme il dit, l'idée dans la période de coronavirus d'imaginer de faire une pause, regrouper des gars, etc., c'est ridicule. Donc là, lui, il a fait d'une part son job. Par contre, il a poussé le bouchon un petit peu loin.
Et il s'est fait aussi remettre en place par les clubs parce que, selon ce que je sais, dans une certaine séance, quand il a commencé en disant « Bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça », il y a quelqu'un qui a dit « Pardon, on va pas faire comme tu penses, là. On va faire comme nous, on dit qu'on va faire. » Et puis, voilà, si tu veux, OK, on va t'envoyer des joueurs, on va t'envoyer 4-5 juniors. Et puis, voilà, donc il n'y a personne qui veut libérer, évidemment, ses meilleurs éléments pour les risques de coronavirus, pour l'utilité relative. Étant donné, imaginez Berne qui joue tous les 2 jours. Vous croyez qu'ils ont le moyen d'envoyer 2-3 jours avec l'équipe nationale maintenant puis de dire « Allez-y, les gars, pas de problème. » Ça ne fait pas de sens. Il a été un peu trop loin dans sa démarche. On peut le comprendre, mais la façon de communiquer, et puis ça résume assez bien la réalité actuelle. La fédération n'a, pour ainsi dire, plus son mot à dire ou plus droit à la parole maintenant, surtout dans une année de COVID. Et là, il aurait eu mieux fait de se taire et de soigner ses relations avec les clubs qui ne sont pas au beau fixe, selon mes infos. Ouais, Jean-Philippe, il comparait la situation à d'autres fédérations qui, elles, ont joué, sans les nommer, c'est la Suède, la Finlande, la Russie et la République tchèque, mais on sait que d'autres équipes nationales au monde ne se réunissent pas avant les championnats du monde. C'est le cas notamment du Canada et des États-Unis qui n'ont aucun rassemblement avant le mois de mai. Oui, c'est juste. Je ne vais pas répéter ce que les 2 collègues ont dit tout à l'heure parce que j'abonde dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a, avec cette séparation de la National League, qui fait encore partie de la fédération, donc elle n'est pas complètement indépendante. Mais c'est vrai qu'on en parlera peut-être après quand on abordera les décisions qui ont été prises récemment. C'est vrai qu'il faut savoir garder une certaine façon de présenter les choses. Moi, comme j'étais prévu pour commenter ces 2 matchs de l'équipe de Suisse en Allemagne, je me suis renseigné auprès de la fédération allemande qui me disait non, en même temps que Weibel, donc, disait non, nous, on prépare les matchs comme selon le plan, on ne change pas, on va jouer. Et puis voilà, Weibel a dit ce qu'il a dit. J'ai encore appelé Denis Baucher, puisqu'il est un petit peu, là, pas le cul entre 2 chaises, mais presque, en essayant de faire la part des choses. Et puis lui, clairement, il m'a dit il y avait des discussions, mais pas encore de décision, mais ça laissait planer très peu de doutes sur les chances que ces matchs se disputent. Ouais, de toute façon, c'était la décision de la sagesse, c'est ce qu'on a dit, que Weibel, malheureusement, ça tombe sur lui parce que c'est son rôle d'aller aussi parler dans la presse de temps en temps. Il faut qu'il justifie son salaire en tant que directeur des équipes nationales. Mais comme on l'a bien souligné, il y a séparation qui est en train de se faire entre la National League et la fédération. Et on a reçu vendredi un communiqué de presse de la fameuse National League envoyé par Denis Baucher, qui sera son directeur. Nous informons de quelques modifications actées et à venir, notamment la première d'entre elles, celle qui fait le plus polémique, c'est, je cite, l'adaptation du quota des joueurs étrangers et le nouveau règlement sur les licences suisses. En résumé, rien ne change la saison prochaine parce qu'on est encore sous l'égide de la fédération pendant 1 an. Mais à partir de 2022, on va passer à 7 joueurs étrangers et les licences suisses ne seront valables plus que pour les joueurs de moins de 22 ans jusqu'à la saison de leur anniversaire. Stéphane, c'est très compliqué. Est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus? Mon avis, c'est pas si compliqué. C'est que le statut d'étranger à licence suisse ne sera valable jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, un gars de 20-21 ans qui est étranger à licence suisse ne comptera pas comme étranger jusqu'à 21, mais à partir de 22, va compter comme étranger. Et puis, on va passer de 4 à 7 en incluant ces gars-là. Donc, écoutez, c'est pas une surprise. On le sait, c'est quelque chose qui se trame depuis 6 mois. Ça se discute. L'objectif des clubs de National League est absolument clair en la matière. C'est un ensemble de mesures. Je pense qu'il faudra juger tout ça à la fin, mais c'est un ensemble de mesures. Et celle-là, c'est la plus fréquente, la plus frappante, la plus choquante, celle qui dérange le plus les gens. Parce que qu'on limite les salaires, les gens, ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Puis à la limite, ils trouvent ça bien que les hockeyeurs ne soient pas trop payés parce qu'eux, ils ne peuvent pas avoir ce salaire-là. Il y a un petit côté jalousie là-dedans. Mais le nombre d'étrangers, ça choque les gens, évidemment. Je comprends. Et est-ce qu'ils ont fait de la politique? C'est la question qu'il faut débattre maintenant, parce que l'idée, c'était 10. Après ça, on a rencontré un peu des résistances. Ils ne sont pas fous. C'est aussi des politiciens, les dirigeants de club. Ils font affaire avec des sponsors, avec leurs clients, comme toutes les entreprises. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé en disant, bon, on va aller jusqu'à 7, ça ne va pas trop gueuler. On va expliquer que les étrangers à licence suisse, ils sont de toute façon déjà là, puis on va les garder. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je suis assez mitigé avec ça. On peut regarder ça de bien des façons. Si on prend en compte l'augmentation du nombre d'équipes, si on prend pour acquis qu'on va passer à 14 équipes, donc il y aura 40 joueurs de plus ou 50, mettons qu'il y a 25 joueurs sous contrat par équipe, il y aura 50 jobs en plus. Donc, si vous enlevez les étrangers, ça fait
36 jobs de plus pour les Suisses. Et puis, d'autre part, on les perd. Donc, finalement, pour les Suisses, si on parle d'emploi pour des gens au passeport suisse, ben, c'est le même nombre de jobs qu'avant. Est-ce qu'on doit voir ça comme ça ou simplement s'arrêter sur augmentation du nombre d'étrangers? J'attends votre avis là. C'est tout le débat. Si tu écoutes, y a un truc, si tu écoutes les gens qui sont loin du hockey, loin du business du hockey, c'est un scandale. Plus tu te rapproches des clubs, plus tu te rapproches des gens qui connaissent, moins c'est un scandale. Donc, voilà, alors évidemment, il y aura des répercussions, notamment salariales. Donc forcément, on vous dit, dans ton job, dans 2 ans, tu vas gagner moins. Ouais, mais je ferai la même chose. Oui, personne n'est content de ça. Non. On peut pas. Après, il y a d'autres explications qui sont amenées, notamment par la fédération, et qui sont, à mon sens, difficilement défendables, notamment sur le niveau de l'équipe de Suisse. Le niveau de l'équipe nationale, si on regarde le premier bloc et demi, c'est des gars de NHL, en général. Hein, pas toujours Richier, pas toujours Yossi, mais enfin, on arrive souvent à avoir 6, 7 joueurs de NHL. On a 3 bons gardiens en Suisse. Alors ça, on pourra en parler des gardiens, parce que ça, je pense que ça pourra un peu changer. Ouais. Et puis ensuite, il n'y aura pas moins de place pour les bons joueurs suisses. Si tu es un bon joueur suisse, tu vas jouer un rôle important dans la Ligue des 22-23, comme avant. Donc, à mon sens, et en plus, s'il y a des étrangers de qualité qui arrivent en Suisse, le niveau va monter. Il va y avoir un écrémage par le bas. Et si le niveau monte et que des joueurs suisses appelés en équipe de Suisse ont l'habitude d'être dominants dans cette ligue avec un niveau supérieur, l'équipe de Suisse ne va pas en pâtir, à mon sens. Voilà, absolument d'accord. Ça, c'est absolument clair. Alors, je suis d'accord avec vous. Oui, vas-y, Régis. Moi, je vous dirais que là-dedans, j'étais quand même plutôt surpris en bien qu'on descende non pas à 7, mais qu'on passe pas à 10. Donc, j'étais satisfait qu'on ne soit pas 10 étrangers. Ça, c'est la première chose. Et moi, il y a une chose sur laquelle je suis content qu'on discute enfin de ça et que ce soit supprimé, c'est l'histoire des licences suisses pour des joueurs qui n'ont, pour beaucoup, moi, j'ai jamais compris ce système. Ouais. Jusqu'à 21 ans, je peux tout à fait comprendre. Ben voilà, on est encore au niveau junior et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai toujours été contre ce système des « Ah ben, tu as joué 5 ans en Suisse, ben voilà, tu as ta place automatiquement dans une équipe de Suisse, tu ne prends pas la place d'un étranger. » Moi, je n'ai jamais compris ce système. Ouais, moi, je t'arrête tout de suite là-dessus. Je t'arrête là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. Le gars qui vient comme Merzlikins ou comme Smirnov, etc., on fait débarquer d'un pays de l'Est, puis on dit « Mais alors, viens, avant l'âge novice pour faire tes 5 ans puis avoir le passeport suisse, peut-être qu'on abuse du système. » Le gamin qui est né en Suisse de parents, puis il est permissé, puis il ne veut pas, lui, se naturaliser. Mais il y en a combien des comme ça, Stéphane? Il y en a quand même pas mal. Moi, j'étais chef de formation, je peux dire, bon, ils ne sont pas tous en Ligue nationale, évidemment, mais il y en a quand même pas mal dans les mouvements juniors de jeunes qui n'ont pas le passeport suisse et que par choix, des fois pour ne pas abandonner leur nationalité originale, disent « Moi, je vis en Suisse, je suis suisse, j'ai un permis ici, j'ai toujours vécu ici, mais je n'ai pas envie de me naturaliser. » Lui, on va le pénaliser. Ça, c'est discriminatoire pour moi. Non, moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que la Suisse n'a pas formé des gens pour jouer contre elle ou pour ne pas pouvoir la représenter. Donc, mais tu obliges un gamin à se naturaliser, c'est une décision politique, personnelle. Il y a des pays où tu dois abandonner ton passeport d'origine pour être suisse. Mais pour travailler, ça veut dire que pour travailler dans ce business-là, on va être obligé à naturaliser. Moi, personnellement, ça me dérange. Moi, je me suis naturalisé, ça n'a pas posé de problème, mais je n'ai pas été obligé d'abandonner ma nationalité canadienne. Si on m'avait dit, Stéphane, il y a 20 ans, tu peux être suisse, mais tu dois abandonner ton passeport canadien, peut-être que j'aurais réfléchi. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tous les pays, on est d'accord, mais je trouve ça... Le gamin qui est né ici, ses parents sont d'ici de 2-3 générations, pourquoi lui, on le discrimine? Moi, il y a un gars de la Ligue suisse qui m'a déjà dit, bon, de toute façon, ils ont qu'à se naturaliser, ceux-là. Wow! T'es qui, toi, pour donner la leçon à quelqu'un de ce qu'il devrait faire dans sa vie personnelle et de dire, c'est comme si un employeur, un gars qui vient travailler à MySport, tu dis, ben là, si t'es pas le passeport suisse, même si t'es né ici, nous, on ne te prend pas. Moi, je trouve ça discriminatoire. C'est mon avis, je te laisse continuer. Mais c'est pas on te prend pas, excuse-moi, mais c'est pas on te prend pas. Parce que si tu es assez fort, tu peux être portugais, arménien ou n'importe quoi. Si tu es assez fort, tu auras une place dans cette ligue de hockey. Okay. Et ça, c'est pas discriminatoire du tout. Parce que y a des gars qui pourraient jouer, assez fort, je comprends. Ouais, non, mais attends. Et puis quand on regarde aussi que tu parlais de discrimination à l'embauche, on peut peut-être évoquer l'arrêt Bosman déjà, maintenant. Parce que le Gentleman Agreement de 4 étrangers,
c'est déjà, s'il y en a un qui se plaint, et un communautaire, admettons, je ne sais pas, un Slovaque qui dit, ou un Tchèque qui dit, ah non, mais attends, vous ne m'avez pas pris parce que, hein, vous n'avez pas le droit de limiter à 4, moi je veux travailler pour vous, etc. Et là, ça peut avoir un problème. Encore autre chose, tu parles de discrimination à l'embauche, les Canadiens, les Américains qui arrivent ici, on ne paye pas de licence jusqu'à maintenant pour eux. Pour un joueur suisse, tu payes une licence. Donc là aussi, il y a une discrimination à l'embauche qui va être corrigée. Pourquoi on ne paye pas de licence pour un étranger? C'est pour compenser les frais. C'est juste. Voilà, c'est pour compenser les frais d'appartement, de voiture. Là maintenant, avec la nouvelle mouture, ça va être abandonné. Et il y aura une licence à payer pour les étrangers aussi. Et ça va avoir, selon en tout cas l'explication que j'ai eue de la National League, en tout cas de ceux qui ont décidé, ça va avoir un poids. C'est pas des peanuts, cette licence. Et ça peut vraiment avoir le rôle d'autorégulation. Pour se dire non, mais j'ai qu'à prendre, parce que maintenant, jusqu'à maintenant, on a 8 licences étrangères. Avec la nouvelle mouture 22-23, c'est open bar. On peut prendre autant qu'on veut, simplement qu'on les paye. Puis on les paye assez cher pour justement espérer une autorégulation. Maintenant, à vous de voir, il faut y croire. Mais... Moi, la discrimination que je fais pas, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est d'obliger quelqu'un à prendre une décision politique alors qu'il a toujours vécu ici. Ce que tu dis, Régis, c'est vrai pour des Merzlikins de ce monde, des Smirnov de ce monde, des Lettons, des Allemands qui viennent, comme Kashkai, etc., qui est à Genève, qui viennent expressément avant à faire leurs 5 ans dans le mouvement junior. Jordan Bougro, c'était ça aussi. La famille est arrivée pour qu'il fasse ses 5 ans dans le mouvement junior et qui obtienne une licence suisse pour faire une carrière professionnelle. Ça, à la limite, je peux comprendre qu'on se dise « Ah, OK, sur le fond, quoique je garde une réserve là-dessus. » Mais après, je veux dire, les frontaliers, par exemple. Justement, les frontaliers, j'allais y venir, Stéphane. Ouais. Régis, puisque tu connais bien la région, on va prendre le cas de Johan Morand, qui est de Belfort. Le club le plus proche, c'était Ajoie. Et il a donc la licence suisse parce qu'il était formé à Ajoie. Exactement. Mais il n'a jamais vécu en Suisse avant de jouer pro en Suisse. Donc, théoriquement, il n'est pas éligible à la naturalisation, lui. Alors, oui, ça fait partie de ces cas-là. Et puis, je pense qu'avec les clubs romans et tessinois, ils sont à peu près une dizaine, je pense, dans ce cas-là. Je n'ai pas exactement le nombre. Oui, pour eux, ça, en guillemets, ça pose des questions. Mais pour moi, je n'ai pas de peine du tout à vivre sur le fait qu'on supprime ces licences étrangères en National League. Où on monte à 7 étrangers, point. Un club qui veut se payer Morand, il prend Morand, puis ça lui comptera pour un étranger, et puis voilà. Parce que de toute façon, faut pas rêver, il n'y aura pas 7 Arcobello ou 7... ça, c'est l'autre débat. Tu crois ça, toi? Moi, l'autre truc, c'est le débat qu'on peut lancer là-dessus, c'est que est-ce que les clubs les plus riches, après ça, il y aura le plafond salarial, soft cap, etc., c'est un ensemble de mesures. Mais est-ce que les gros clubs, les plus riches, parce qu'il y en a qui vont rester plus riches que d'autres, même s'il y a de plus en plus de riches, est-ce qu'on ne va pas pouvoir se permettre... Là, on part du principe qu'on va rester à peu près avec la même qualité d'étrangers, les 4, puis qu'on va, va garder plus ou moins le contingent qu'on a maintenant avec 2-3 en plus, parce qu'il y a des Bertons, etc., vont être remplacés par des gars un peu plus forts, peut-être. Mais je veux dire, honnêtement, là, les gars, qu'est-ce qui va arriver s'il y a des équipes qui vont chercher vraiment 6-7 top-notch? Est-ce qu'on ne va pas creuser l'écart entre les plus riches et les plus pauvres? Quel est l'intérêt là-dedans? Moi, je me pose la question. Quel est l'intérêt de Langnau et d'Ambry, de Rapperswil, qui ne sont peut-être pas si pauvres que ça, mais des équipes un peu moins riches, de voter pour ça? Je ne comprends pas leur intérêt. Je pense qu'on a présenter un ensemble de mesures et puis chaque club, il trouve son intérêt dans une ou l'autre. Par exemple, Langnau et Ambry, eux, ils disent, nous, c'est l'abolition de la relégation qui nous intéresse, donc on vote oui pour l'ensemble du package, quitte à ce que ça nous désavantage au niveau des étrangers. Vous n'avez pas ce sentiment-là, vous? Un petit peu. Je suis d'accord avec toi. À noter qu'Ambry s'est abstenu lors du vote. Ambry s'est abstenu et Zurich a voté contre. Donc, un gros club, un gros club. Et Peter Tsaner a été très clair là-dessus. Il ne comprend pas, dans une interview de nos amis MySports Alémanique, il ne comprend pas qu'on mette en péril un bon produit avec des bonnes infrastructures, une formation qui est enviée, avec une équipe nationale qui fonctionne depuis 4-5 ans au plus haut niveau. Et là, maintenant, il explique vraiment que
ce sera de la responsabilité des clubs de continuer d'injecter de l'argent dans la formation, parce que ce sera plus, on risque de se désintéresser de ça, et lui, c'est vraiment là qu'il voit un gros problème. Bah, il dit quelque part que c'est une vue à courte distance, ou alors une forme d'égocentrisme complet où on voit que l'aspect pécunier qu'on lui a fait miroiter, mais il y a une balle à avoir, et je pense que Peter Tzahner, qui n'oublions pas, quelqu'un qui vient de la fédération, ouais, qui a travaillé pour les équipes nationales et tout, lui, il a une vue un peu plus large que simplement le bout de son nez, comme je pense certains dirigeants, ou certains uniquement pour leur intérêt personnel pécunier, quoi. Et puis, il y a une chose il faut faire gaffe à une chose, je fais très vite, je te passe tout de suite la parole, c'est que, comme disait très justement Stéphane tout à l'heure, c'est un package global de mesures, et pour le moment, on est en train de discuter sur 2 mesures. On est en train de discuter sur les étrangers et sur les licences suisses. Mais la façon dont le fair play financier, hein, c'est normalement un plafond et un plancher salarial, va fonctionner, et surtout quelle est la taxe de luxe que les gens vont devoir payer. Sur les premiers trucs qui filtrent, mais c'est pas officiel, c'est que des rumeurs, ce serait 50% du dépassement qui est reversé dans un pot commun. Et ensuite, ils savent pas ce qu'ils font encore avec ce pot commun. Est-ce qu'on l'injecte dans la formation? Est-ce qu'on le redistribue complètement aux clubs qui ont respecté le plafond? À ce moment-là, on peut gommer une partie des écarts qui pourraient se creuser. Alors, messieurs, je vous interromps juste parce que dans les commentaires, ça y va. Hein, c'est assez tranché aussi dans les positions. Il y a les pro Jean-Philippe, pro Régis, pro Stéphane. Je vais juste prendre une réaction d'abord de Plouf, parce qu'il nous a laissé un long commentaire, mais là, il a remis un résumé. Donc, merci Plouf d'avoir résumé aussi un petit peu tout ça. Finalement, les joueurs suisses, est-ce qu'ils n'ont pas des privilèges illégaux par rapport à la loi du marché, avec certains qui gagnent des gros salaires par rapport à d'autres joueurs, comme il donnait en exemple des joueurs suisses de 3e ligne qui gagnent plus qu'un Julius Nattinen? Écoute, moi je vais répondre tout de suite à ça. Oui, parce que les joueurs suisses, les joueurs qui coûtent le plus cher au club, ce n'est pas forcément les étrangers, c'est les joueurs suisses de top niveau. Parce que les joueurs suisses sont mieux payés que les joueurs étrangers souvent dans les équipes. Et puis, ce qui coûte cher au club, et c'est ce qu'ils veulent gommer, c'est ce qu'ils veulent réduire, c'est les gars de profondeur. Ils veulent ne plus être dépendants des joueurs de 3e, 4e bloc qui parfois gagnent 300 000 ou 400 000 balles. C'est un peu ça que Marc Loutier a déjà exprimé dans les journaux. Et puis c'est vrai que, oui, en prenant le nombre d'étrangers, en augmentant la concurrence, moi je pense que les joueurs suisses vont gagner, les bons joueurs, très bons vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils sont tellement très importants. Les étrangers, ça va rester à peu près pareil, je pense. Et puis les autres qui vont arriver vont gagner un peu moins que les étrangers de 3e, les Suisses de 3e, 4e bloc. Et c'est là où on va aller réduire les coûts, je pense. Qu'il y ait plus de concurrence pour les joueurs de 3e, 4e bloc. Est-ce que je me trompe, messieurs? Mais est-ce qu'au final, il ne faudrait pas aussi qu'on se désolarise de ce statut d'étranger qui doit être absolument un leader? C'est une problématique qu'on a déjà eue par le passé, quand il y a eu les 5 étrangers, parce qu'on rappelait une saison avec 5 étrangers, dont 3 communautaires. Au final, on attend toujours que l'étranger, ce soit le top scorer, que les 4 étrangers ils soient dans les 4 meilleurs compteurs de la Ligue. Donc si on passe à 7, on s'attend que les 7 ils soient dans les... Est-ce que finalement, on va peut-être plus aller chercher des plombiers avec ces 3 étrangers supplémentaires, comme on a actuellement avec des joueurs à licence suisse? Alors, si on prend l'exemple d'un Florent Douai, Régis, c'est un joueur de rôle. Et si lui peut jouer comme étranger en Suisse, il sera un joueur de rôle. Une équipe, j'apprendrai à personne qu'elle se construit pas en plaçant 10 leaders en attaque et 4 leaders de la défense. Forcément, les équipes, elles vont continuer d'être construites comme maintenant, avec quelques leaders dans les postes clés. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne peut pas y avoir 7 étrangers du même style. Donc, il y aura forcément des étrangers, comme on le dit parfois, des plombiers, des joueurs de rôle, qui est quand même un peu moins dévalorisant, je trouve, comme terme. Je pense que ça va se construire comme ça. Moi, je vois une certaine rééquilibration des étrangers, et c'est pour ça que je vous dis, je peux vivre avec ce 7 étrangers. Je vous propose, messieurs, on fait une petite respiration. Hier, on a eu Klaus Zaug de Watson.ch qui est venu à notre micro lors du match à Bienne. Il avait des mots assez dur, je vous propose qu'on l'écoute.
Bon, c'est tout simplement une connerie sportive, une connerie financière, une connerie pour l'image du hockey, une connerie pour la formation des jeunes. Et j'ai quand même un petit espoir qu'on va encore changer la vie. Je suis pas sûr que c'est béton. J'ai un petit espoir, on va encore retourner un petit peu. Les dirigeants des clubs sont devenus tellement arrogants dans ces dernières années parce que ça allait tellement bien. Ils ignorent les joueurs, ils ignorent les médias, ils ignorent le public. Mais attention, il y a encore les sponsors. Et dans ces prochains mois, on doit négocier un nouveau contrat de télévision et on essaye de récupérer de nouveau 35 millions par année. Et là, à la table avec ces messieurs-là, je pense on va parler Tacheles. Et puis peut-être là, on peut encore changer quelque chose. Ce que j'ai envie de relever, c'est qu'il dit il y a un espoir d'un retour en arrière. Finalement, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un espoir de retour en arrière. Hein. La position dans le communiqué de presse était assez, j'ai envie de dire, sûre et certaine. On passe à 7, point barre, et vous avez pas votre mot à dire. On est la National League SA, maintenant c'est nous qui prenons les décisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est juste. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, est-ce qu'on pense que les clubs, avant de prendre cette décision, n'ont pas eu de discussion avec leurs sponsors? Est-ce qu'ils ont imposé ça à leurs sponsors? Je doute. Je pense qu'il y a quand même eu une concertation parce qu'il y a de l'argent au bout. Il n'y a pas eu de concertation, par contre, avec la fédération. Avant, il y avait une chaise dans les séances de la Ligue où il y avait un représentant de la fédération qui pouvait être consulté, qui pouvait donner son avis, qui n'avait pas le droit de vote, mais au moins on avait cette espèce de bienséance de demander. Alors tu penses quoi? Ok, on s'en fout, mais on fait comme on veut, mais au moins on t'a demandé, tu vois. Tu te sens un tout petit peu inclus. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est peut-être un truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'on met les gens de côté, qu'on avance un petit peu comme un bison. C'est beau, on tape tout ce qui arrive devant, on avance. Et fondamentalement, si tu penses que tu as raison, et qu'en regardant autour de toi, les joueurs, la fédération, les médias, le public, les fans disent tous l'inverse, peut-être qu'il faut se remettre en question, pas complètement, mais se poser la question de dire ouais, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que je suis vraiment le seul à avoir raison? Ou bien est-ce que moi, je vais vous poser une question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, ils veulent changer le modèle d'affaires. Soit, on peut comprendre, ils veulent faire un peu d'argent, ils veulent se donner des règles, etc. Moi, je peux tout à fait comprendre ce qui est en train de se passer. Sauf qu'à la fin de la journée, la sanction sur un nouveau modèle d'affaires, elle appartient à qui? La notation à la fin, la note de passage ou non, la réussite ou non dépend de ta clientèle. De qui dépend? C'est les spectateurs, les téléspectateurs et les sponsors qui font vivre le hockey suisse. Si ces sponsors, si ces spectateurs télévisuels et les gens qui ont des abonnements à la patinoire, qui payent des billets, vont à la patinoire, coûte que coûte, qu'il y en ait 4, 7, 12, 14, que ce soit que des Russes ou des Japonais, bien, la Ligue nationale, ils s'en foutent parce que, de toute façon, ça marche. Et si les gens... La question que je me pose, c'est est-ce que les gens sont en désaccord, sont autant en désaccord que ça pour aller aussi loin que dire, ben moi, si c'est comme ça, je retire mes billes, ma loge corporative, je ne la loue plus, je n'invite plus mes clients au VIP, mon abonnement de saison, je n'y vais plus, j'irai 2 fois par année à l'occasion, parce que ça va être sympa, parce que je serai invité par quelqu'un d'autre, et puis basta. Je ne cautionne plus ce modèle d'affaires, comme un restaurant qui change son menu, comme une entreprise qui change son image marketing, etc. Est-ce que les fans vont aller aussi loin que ça? Moi, je suis persuadé que non. Ils vont gueuler, il y en a plusieurs qui ne seront pas d'accord, mais à la fin, les gens aiment trop le maillot et le hockey pour s'empêcher de la patinoire qu'il soit rempli par Pierre, Jean ou Jacques. C'est mon avis. Alors Stéphane, je rebondis en approuvant ce que tu dis, en étant assez d'accord avec toi, il n'y aura pas de boycott, de désaffection. Moi, je pense plutôt que c'est une affaire qui va se juger sur du moyen long terme. Parce que si le fan, il va
à la patinoire et il se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que le spectacle est tout aussi bon, voire meilleur, parce que l'idée, elle est peut-être aussi de le rendre meilleur, il ne va pas penser à se dire, mais qu'est-ce que je fous là, j'ai plus ma place et ça ne mérite plus un soutien. Mais par contre, peut-être que si on continue d'augmenter ce nombre, parce que là, on nous le présente comme 7 étrangers, à partir de dans une année et demie, on y va. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'au fond du tiroir, il n'y a pas le passage à 8 dans 3 et à 10 dans 5 ans? J'en sais rien, mais moi, je crains... C'était une hypothèse de travail. C'était une hypothèse de travail de passer d'abord à 7, puis ensuite, une année après une année, de passer à 8, 9 et jusqu'à 10, et en même temps de faire disparaître progressivement le nombre de licences suisses. Mais ça a été abandonné, et un directeur de club de National League m'a expliqué que pour changer ce chiffre 7, ça doit être fait à l'unanimité, et ça, je ne pense pas que les Zurich Lions, par exemple, permettront ça. Ah, donc alors, une réaction, Stéphane. Une réaction du public, entre guillemets, de Fabrice qui nous dit « Personnellement, mon fils est un junior de 13 ans. Si on prend trop de mercenaires, je laisserai mon abonnement sans problème. » Donc voilà, tu as une réaction. Bah, c'est une personne, mais voilà, au moins on a un avis, Fabrice, qui est tranché. Messieurs, il y a eu d'autres réactions. Hein. Après cette annonce, il y a eu la fédération qui a réagi. Michael, si tu peux nous mettre les différents tableaux qu'il y a eu. Hein, je ne vais pas vous lire tout celui de la SCHF, mais en gros, la fédération craint qu'une telle mesure ait des conséquences négatives pour l'ensemble du hockey suisse, pour la relève et nous joueurs suisses. On va laisser de côté l'équipe nationale. Le syndicat des joueurs, la Swiss Ice Hockey Player Union, est déçu que la National League n'ait pas écouté la voix des joueurs. Et puis, il y a un joueur qui a très vite réagi, c'est Tanner Richard, qui a dit « C'est ridicule, aucun problème pour demander aux joueurs de montrer de la solidarité en baissant les salaires. Par contre, on n'a aucun problème pour liquider leur job, donner une voix aux joueurs. » Est-ce que finalement, puisqu'on a parlé du syndicat des joueurs, celui-ci qui est sorti dans la presse mardi, en disant il y a 94% des joueurs qui seront contre une augmentation des étrangers, ils n'ont pas forcé la main à la National League de prendre cette décision, d'annoncer les 7 étrangers avant d'avoir tous les paquets de mesures qui voulaient être disponibles. Régis. Bon, le syndicat des joueurs, il existe sur le papier, mais on sait que dans les faits, il n'a aucun poids. Enfin, voilà, c'est sympa, c'est une petite association qu'on a vue apparaître dans le paysage, mais oui, c'est totalement incomparable avec ce qui se passe outre-Atlantique. On est vraiment dans un modèle complètement différent. Et aujourd'hui, il a 0 poids. Je ne sais pas si un jour, il en aura plus. Je ne sais pas comment il va réussir à faire pour trouver sa place et avoir son mot à dire, mais enfin, si quelqu'un ici a un avis différent, je serais très heureux qu'on me fasse remonter ce syndicat dans mon estime, mais moi je trouve qu'il n'a aucun poids, qu'il n'existe pas. Pour l'instant, le problème du syndicat, c'est que il existe depuis quelques années, mais il est tellement sous la tente parce qu'il y a des problèmes de communication entre les joueurs. Il n'y a pas de réels avocats. Ils avaient essayé de s'adresser à Victor Stancescu, qui avait pris un petit coup le lead dessus, puis qui finalement, comme on lui avait offert une position à la fédération, elle a dit « il y a conflit d'intérêts, je ne peux plus ». Maintenant, c'est Jonas Hiller qui est président du syndicat, qui sort un petit peu plus dans les médias, mais est-ce que Jonas Hiller, il a envie de consacrer 100% de son temps libre, et qu'il en a du temps libre en ce moment à aller défendre les intérêts des joueurs, alors que lui, finalement, il n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est peut-être un autre problème là-dessus. Je ne sais pas, JP, Stéphane. Honnêtement, pour répondre à ta première question, est-ce que le fait que le syndicat des joueurs ait sorti ces 94%, enfin il y avait plusieurs questions, là, ce sondage, on a rendu public ce sondage au moment, juste avant la décision, juste avant la séance de la Ligue, je pense que oui, pas seulement le syndicat, mais les médias aussi ont bien joué le coup, ont relayé le tout. Et je pense qu'il y a on a un peu forcé à forcer la National League à communiquer ce qui était déjà décidé. Et puis, ils auraient voulu communiquer le tout d'un coup. Parce que là, maintenant, il y a une période qui va aller jusqu'à fin mars où il y aura la décision finale qui est un petit peu entre deux.
on peut beaucoup discuter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais finalement, tant qu'on n'a pas tout dans les mains, c'est très difficile de prendre. On peut juste prendre une boule de cristal puis se dire ouais, bah, ça va être ça, ça va être ça. Ça, c'est un petit peu un truc qui me dérange. Comment est-ce qu'on peut maintenant, alors que les packages finaux sont pas ficelés, dire ah, ça va être un scandale pour ci, ça va être un scandale pour ça. Je pense que Tsaner l'a aussi dit très bien dans son interview, ça crée une période d'insécurité, alors qu'on aimerait créer l'inverse. Dans cette période de pandémie, on cherche de la stabilité pour toutes les entreprises, pas seulement les clubs de hockey. Et puis, ça donne, pas pendant 6 semaines, là maintenant un peu plus, 8 semaines, on ne sait pas trop où on va, on doit attendre. Donc, à mon avis, ils ne voulaient pas communiquer ça tout de suite, justement pour éviter cette période de flou. Moi, ce que je trouve, c'est que la communication, bon, il y a 2 parties pour l'instant qui n'ont strictement rien à dire. C'est la fédération qui est reléguée à un rôle de spectateur. La Ligue nationale dit, nous, on s'en va comme ça. Il y aura quelques trucs en commun, comme les arbitres, tout en a parlé tout à l'heure, Jean-Phi. La fédération, mais on vous remercie de votre opinion, mais quand on la voudra, on va vous la donner. Parce que la fédération, tout ce qui leur reste, c'est gueuler dans les médias. Et puis le porte-voix des médias, etc., de se faire entendre. Et puis les joueurs, tout ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'il n'y a pas d'association notable jusqu'à maintenant, c'est de faire une vidéo plus qu'amateur, avec un Gaétan Haas. L'idée est bonne, mais ça fait terriblement amateur et ça ne fait pas organisé. Ça fait hey, les gars, on est déçus, nous, c'est pas très correct. Je trouve que ça fait un peu, on va quand même dire quelque chose. Et là, je pense que les joueurs doivent quand même, moi, je pense qu'on va au-devant d'une association des joueurs qui sera mieux structurée, mieux organisée et qu'on devra quand même écouter. Je pense que les joueurs, là, ils n'ont pas le choix de s'appeler entre eux et de dire là, jusqu'à maintenant, on a bien gagné notre vie, ça allait bien. Maintenant, il commence à y avoir des choses qui se passent où on doit quand même pas se laisser faire. Donc, je pense qu'on s'en va vers une association des joueurs plus forte et avec une cotisation, on va engager des gens qui vont nous représenter. Puis à ce moment-là, la Ligue, ils devront quand même écouter ou se mettre à table avec l'association des joueurs, qui est un partenaire social essentiel. Les dirigeants sans joueurs, ça n'existe pas. Et puis les joueurs sans dirigeants, ça n'existe pas. C'est un modèle d'affaires global où tout le monde doit travailler dans l'intérêt commun du business. Et je pense qu'un jour ou l'autre, les dirigeants de clubs, aussi prétentieux peuvent-ils être parfois, devront s'asseoir à table avec l'association des joueurs qui sera représentée par des hommes de loi, des avocats. Je pense qu'on ne peut pas... Les joueurs, parce que si ça ne se fait pas, les joueurs, je pense qu'ils doivent quand même d'abord passer par ça, le dialogue, et puis si ça ne va pas, faire des opérations coup de poing pour dire « Oh, stop, il y a quand même des choses qui se passent. » Limiter les salaires, c'est ce qu'on appelle de la collusion. C'est presque illégal dans certains domaines, on s'entend. Plafond salarial, l'idée peut être bonne si elle est discutée en accord avec les partenaires. Regardez nos états financiers, regardez la réalité. On peut vous donner tant de salaire. Nous, on veut gagner aussi un peu d'argent. Vous aussi, ça sera bon pour tout le monde. Travaillons dans l'intérêt commun. Je pense qu'on s'en va vers là, les gars. Actuellement, non. Tout ce qu'on fait, c'est des petites vidéos, mais je pense qu'on va y arriver. Et les joueurs n'ont pas le choix. Je veux dire, s'ils ne le font pas, les joueurs, excusez-moi, là, mais ils vont se faire avoir, mais big time, hein? Alors, je prends la parole. Tu as juste effleuré son nom. Tu as parlé de Romagnosi. François nous rappelle qu'il a pris position contre cette mesure. Ouais. Il n'y a pas conflit d'intérêt pour Romagnosi puisqu'il est aussi actionnaire à Berne. Ouais, c'est un petit peu le truc piquant. C'est un peu le truc piquant de sa vidéo, c'est que il dit que voilà, s'il y avait eu cet étranger, il ne se serait pas développé comme ça. Et puis alors que voilà, Marc Luthi, on sait qu'avec Patrick Lengmiller, le président de Zug, c'est les deux qui ont vraiment poussé pour cette réforme. Donc Lengmiller qui était même pour une libéralisation complète du marché des étrangers, en accord avec les lois européennes. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on peut parler de Mark Streit aussi. C'est encore triple. Oui, mais Mark Streit, il n'a pas pris position. Vas-y, oui, mais j'allais dire la même chose. Il est à la fédération en plus, lui, c'est encore pire. Voilà. Donc, le cas, il est le même, voire même encore pire, j'ai envie de dire, pour Mark Streit, qui est vraiment lié directement au business du CP Bern, qui est à tous les matchs. Il était encore hier à Bienne. Et voilà, quoi. Donc, je pense que cette décision, comme elle a été communiquée, je crois qu'on est tous d'accord, on a l'impression qu'elle est passée comme une lettre à la poste. Ah oui, les clubs se sont entendus, mais il y a eu quand même, je pense, plus de choses qui se sont discutées que le laisse entendre le communiqué de vendredi dernier.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, les gars, est-ce que vous pensez vraiment... Moi, je pense qu'on s'en va vers une association des joueurs qui va quand même avoir un poids. Vous ne croyez pas qu'une fois ou l'autre, on devra s'asseoir à table? Stéphane, qui c'est qui va mettre ça en place? Qui c'est qui va prendre le temps de mettre ça en place? Les joueurs, je veux dire, à un moment donné, est-ce que maintenant, la situation, elle est aussi dramatique si on enlève les 29 joueurs, sur les 29 joueurs à licence suisse qui risquent de perdre leur emploi, il y en a 6 ou 7. Typiquement, Ken Ince, ça va être un top 6 dans une bonne équipe de National League. Joris, voilà, exactement. Donc ça, on peut les enlever. Zwerger, exactement. C'est pour les autres. Donc, est-ce que la profession de joueur de hockey en Suisse va se mobiliser pour 18 personnes, des cas spéciaux? Oui ou non? Non, je ne pense pas que la situation elle est assez grave pour qu'on voie, même à moyen terme, cette association, ce syndicat se solidifier aussi vite que ça. Je pense que les conditions sont encore trop bonnes. Le plafond salarial, je pense, qui peut être une bonne mesure pour l'assainissement du business, dans la mesure où tout le monde met ça sur la table, que tout le monde a sa part de tarte, etc. Mais vous êtes un joueur, vous dites, demain matin, ils décident tous ensemble de limiter nos salaires. Si ça se faisait dans une autre industrie, les gars, ça serait illégal, si jamais. Hein? OK? Donc, et là, OK, vous limitez les salaires demain matin, vous mettez un plafond. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont faire, si tout le monde a le même plafond salarial, pas de partage des revenus, il y a des entreprises, des clubs qui vont faire des millions de bénéfices en limitant les salaires sur lesquels ils dépensaient beaucoup d'argent. Et puis d'autres vont juste arriver. Et vous ne croyez pas que les joueurs vont dire « Ah, je vais être gentil, vous allez limiter nos salaires maintenant. » Bon, au moins, ils ont l'idée de mettre un plancher, ce qui est intéressant. Mais si dans n'importe quelle industrie, il y a 3-4 trucs dominants, puis ils se mettent ensemble, puis on n'engage plus personne à ce prix-là. Il y aura une révolution sociale, des partenaires sociaux, il y a des syndicats qui vont se mobiliser. Pourquoi ils ne se mobiliseraient pas dans le monde du hockey? Parce qu'ils gagnent déjà assez? Ce n'est pas une bonne raison pour moi. Et je pense que quand tu touches au salaire des gens, à la rémunération, il y a quand même quelque chose à dire. C'est de la collusion pour moi. L'idée, elle est bonne pour assainir le business. Je pense que oui. Sauf que tu dois quand même discuter avec les gens avec lesquels tu diminues les salaires. Mais Steph, il y a un problème, et c'est Fabrice qui le relève dans les commentaires, c'est qu'en Suisse, une limitation maximale des salaires, c'est pas légal. Un hard cap comme en NHL, c'est pas légal, tout comme le doping salarial. Donc, il n'y aura pas de hard cap. Ce sera pas un hard cap, ce sera un soft cap au mieux. Donc avec des joueurs qui sont pas pris dans ce compte-là. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont continuer à gagner beaucoup d'argent. Oui, mais ça, je pense. Et puis d'autres qui seront au plancher, qui seront à, je sais pas, 80 000 francs par an. C'est une forme de régulation. C'est pas un hard cap, c'est un soft cap. Mais la question que je vous pose sur le soft cap, parlons-en. Vous avez vu ce que ça donne en NBA? Golden State, ils payent combien de taxes? 100 millions. 100 millions par année de taxes de luxe. Et les Yankees de New York, les gros clubs, etc. Est-ce que ça ne va pas, messieurs, accentuer? Bon, qui va pouvoir éventuellement dépasser le cap avant lequel tu commences à payer? Qui va pouvoir dépasser le cap et payer une taxe de luxe? Les plus riches. Est-ce qu'on ne va pas encore? Puis les clubs moyens qui aspirent à devenir riches puis dépenser un peu d'argent, ils se disent, nous, là, ça va nous coûter 1,5 fois ce qu'on dépense. On ne le fera pas parce qu'on ne peut pas. Mais c'est qui va pouvoir dépasser le soft cap? C'est les plus riches, encore une fois. Est-ce qu'on ne va pas accentuer l'écart entre les plus riches et les moyennement riches? Ça dépend comment va être utilisée la taxe de luxe. C'est ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement s'enflammer là-dessus maintenant, parce qu'il faut attendre de savoir comment le soft cap va se mettre en place, quel sera le plancher, quel sera le plafond. On parle de 5 millions de masse salariale de plancher et 10 millions de plafond, mais ça me paraît 10 millions, même Bienne, qui est un des clubs qui est un peu en train de monter, si on veut bien, est déjà au-dessus, selon les calculs qu'on peut faire. Donc, je pense que tout dépendra de où sont le plancher et le plafond, et puis surtout, parce qu'effectivement les clubs riches vont dépasser ce plafond, c'est certain. De combien sera la taxe? Est-ce que c'est bien 50% de ce qui a été dépensé? Si tu dépasses d'1 million, tu payes 500 000 de taxes. Ça fait 1 million. C'est énorme. C'est énorme. Et si, alors à ce moment-là, cet argent qui est mis dans un pot commun est redistribué aux clubs qui, eux, ont tenu de manière correcte le plafond, eh bien, ça peut déjà gommer pas mal d'écarts. Mais on ne peut pas s'énerver maintenant sur les clubs riches qui vont dépasser le plafond, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On doit être patient, et puis on aura sûrement l'occasion en mars de revoir ça avec les détails.
Alors, on va prendre une question d'un de nos confrères, c'est Pierre Chouet de la Liberté, qui nous parle de Langnau et d'Ambry, qui ont de la peine à recruter des joueurs dominants. Avec 7 étrangers à disposition, ils peuvent engager des bons joueurs à 200 voire 300 000 francs. Est-ce que ça, c'est pas plutôt dans leur intérêt? Régis, ça fait un moment que tu n'as pas parlé. Oui, je pense que c'est pas mauvais pour des clubs comme ça, parce que c'est clairement le genre de club qui ne peut pas se payer des joueurs suisses à 500-600 000 francs comme d'autres le font. Donc oui, je pense que pour ce genre de club, ça représente certains avantages. Alors c'est pour ça que je vous dis, et je le répète, avec 7 étrangers, je ne trouve pas la décision aussi mauvaise que je l'aurais trouvée à 10. Je maintiens. Je pense qu'on n'a pas complètement dénaturé notre produit hockey suisse en partant avec ce chiffre-là. Voilà. Mais les clubs, s'il y a un plancher salarial, Ambry et Langnau sont aussi coincés, suivant à quel niveau on le met. Hein. Oui, mais ils sont partie prenante de la discussion. Ils vont devoir, ils vont rappeler au gros quand ils se retrouveront. Dis donc, nous on a voté le package, mais il faut nous prendre en considération. Mm-hmm. Oui, c'est du donnant-donnant, c'est un consensus à la Suisse. Voilà. Est-ce que ça doit être une votation qui sera à l'unanimité aussi? Parce que là, on risque d'avoir des gros calculs. C'était pas une unanimité, Stéphane, puisqu'Ambry s'est abstenu et les Zurich a voté pour le prochain. L'unanimité, c'est pour changer le nombre d'étrangers, parce que ça fait partie de la convention d'actionnaires. Et pour modifier la convention des actionnaires de la Ligue nationale, il faut l'unanimité. Voilà. Et puis, pour fixer un plafond salarial, les gars, comme tous les clubs ne partagent pas leurs chiffres, il y a des petits bricolages, il y a des sponsors. Justement, Steph. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Comment on fixe le plafond salarial si on ne sait pas le revenu global? Steph, il y a une question de Mélanie Gobet. Je pense que ça vous dit quelque chose. Salut. De la Gruyère. Salut, Mélanie. Les clubs sont-ils ouverts à être si transparents sur les salaires alors que c'est tellement tabou dans le hockey suisse? Je suis d'accord avec toi, Steph. Je pense que non. Et là, le problème, c'est que tant que les salaires ne seront pas transparents, on ne pourra pas avoir une vraie limitation, enfin, un vrai soft cap pour avoir des... Tout ça, il va falloir que les clubs, ils ouvrent les livres de compte. Et c'est déjà le cas avec... Ils ouvrent les livres de compte entre eux. C'est ça, voilà. Déjà. Voilà, c'est déjà pas mal entre eux. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ils ne le font pas. Ils le font pas actuellement. Non. Donc, ça veut dire que... C'est une bonne question, ça. Il va falloir qu'ils discutent, qu'ils parlent avec les joueurs, qu'ils montrent aussi aux joueurs les livres de compte. Parce qu'au final, si on ne peut pas t'engager parce qu'on n'a pas assez de place dans le cap, et puis finalement, ils prennent un joueur qui a plus de valeur, le joueur, il va aller voir, et puis il va faire, vous foutez de ma gueule, là. Ah oui. Ça veut dire que les joueurs aussi auront un droit de regard sur les livres des comptes. Après, est-ce qu'ils montrent les vrais livres de compte? Ça, c'est un autre problème. Non, mais là, on a vraiment un conflit de mentalité en Suisse. La transparence sur les salaires, c'est un truc totalement tabou en Suisse. Et si ça saute dans le monde du hockey, mais moi, je vois ça comme une révolution. Je peux pas le dire autrement, parce que c'est tellement pas dans la culture. Il n'y a aucun sport qui le propose. Enfin, en tout cas, j'en connais pas si ça existe. Aucun secteur économique qui en fait de même. Je veux dire, en Suisse, il y a un vrai tabou sur les salaires. Et si ça, c'est... J'y crois pas un instant. Il y a des syndicats, c'est un peu plus transparent, l'État. Il y a des conventions collectives. Il y a des conventions collectives, donc peut-être qu'on va y arriver. Mais effectivement, pour qu'il y ait une négociation, pour qu'il y ait un semblant de logique, il faut que les clubs avouent sincèrement, voilà notre taux de revenu, voilà notre taux de salaire actuel. Toi, tu as combien de salaire? Toi, tu as combien de salaire? Oui. Et puis après ça, on va trouver un niveau qui va arranger tout le monde, qui va être logique. Parce que sinon, si on met un plafond salarial à 15 millions, ça ne veut rien dire. Si on le met à 7, c'est ridicule. Donc, il est où la juste mesure actuellement? Et puis, il ne faut pas oublier que le plafond salarial va être appelé à bouger parce que les revenus vont probablement augmenter avec les nouvelles patinoires, avec Fribourg, etc. On s'organise. Le business se jurait que la nouvelle patinoire, donc toute la tarte va augmenter. On ne peut pas le laisser chaque année au même niveau. Mais ça nécessite de la transparence qu'on n'a pas actuellement. C'est absolument clair. Je veux dire, regardez, il y a un nombre d'équipes qui pensent ne pas demander les aides à fonds perdus de l'État pour être sûr de ne pas avoir les conditions qui s'ajoutent à ça, puis être sûr de ne pas devoir montrer ses livres. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a Ambry qui a annoncé aujourd'hui, Fribourg l'a fait, Genève l'a fait, Berne l'a fait, Davos l'a fait. Fribourg, ils ont demandé les aides? Ils les prennent? Okay. Oui, c'était assez clair. Oui, c'était assez clair, assez vite. Pas certain qu'ils les utilisent encore. Ça, c'est aussi ce que j'ai pu apprendre du côté de Genève. Donc, on va demander les aides, puis ensuite, on va voir
ce qu'on peut faire. Fribourg a dit la même chose, c'est qu'ils vont demander, puis qu'ensuite ils décideront s'ils utilisent ou pas. Si les fans leur donnent plus d'argent, ils n'en auront pas besoin, donc ils auront une meilleure équipe. Voilà. Si vous voulez être champion, sous-entendu, si vous voulez être champion, laissez-nous vos trucs. La seule équipe qui n'a pas encore répondu, parce que j'ai appelé un peu partout les dernières semaines, c'est Lausanne. Lausanne, on m'a dit, vous attendez lundi, puis on vous dira lundi. Donc, on est lundi, je me réjouis d'avoir ma réponse. Il y a une autre question de Bob Sinclair. Pour ceux qui sont sur Facebook, reconnaîtront peut-être. Hein. C'est une question mixée, ça, ou bien? Ouais, voilà, c'est une question mixée. C'est quid des ligues inférieures, des juniors élites, la Swiss League? Quel impact cette réforme, pour l'instant, à cet étranger et peut-être à 14 équipes? Ouf. Ah bah, la Swiss League, il y a une chose qui ne change pas. Je te coupe pas l'air sous le pied, Régis? Non, pas du tout. C'est notre spécialiste Swiss League. Ouais, voilà, c'est pour ça. Il y a une chose où je sais que je peux m'avancer parce que j'ai eu le président du HCAJ au téléphone. Normalement, ce qui est prévu pour la Swiss League, c'est que les règlements ne changent pas. On reste avec 2 étrangers et on accueillera les licences suisses comme jusqu'à maintenant. Donc, ça offre peut-être une possibilité. Alors, évidemment, ce ne sera pas les mêmes salaires qui sont pratiqués en National League, mais enfin, voilà, les licences suisses seront encore les bienvenues en Swiss League. Oui, donc il n'y a pas de changement. Ça avait été communiqué vendredi qu'il n'allait pas changer le règlement de la Swiss League. Je veux dire, aujourd'hui, le souci de la Swiss League, c'est que si on passe à 14 à l'étage en dessus, en National League, forcément, ça va enlever 2 grosses cylindrées et il va falloir repenser probablement la Swiss League. Mais je rappelle quand même que la Swiss League, aujourd'hui, elle a un problème avec non pas ceux qui veulent partir vers le haut, mais plutôt ceux qu'on leur impose, si j'ose dire, dans le bas de classement, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont été exclus de la nouvelle association qu'ils ont constituée, l'idée de la Swiss League, elle est quand même de réunir 12 équipes qui ont un certain standing, si j'ose dire, de voir Bâle, de voir Martigny, de voir peut-être même Arosa qui a des ambitions de revenir. C'est plutôt ça l'envie de ces clubs, de leur rendre de nouveau attractives, avec ou sans 2 clubs qui partiraient vers le haut, mais il est quand même là, à long terme, le but des clubs de Swiss League. Et puis, il y a un potentiel de public. Hein. On voit aussi que les enceintes se modernisent petit à petit, aussi en Swiss League. Il y a des grosses histoires hein, au niveau, on va dire, historique. L'histoire du hockey passe aussi par des clubs comme Langenthal, comme Holton, comme Ajoie, comme La Chaux-de-Fonds. Vraiment, il y a quelque chose à faire et plutôt quelque chose de bien, j'ai l'impression. Mais moi, je pense que dans l'optique où on a 14 équipes en haut, c'est une bonne nouvelle si la National League augmente le nombre d'étrangers pour ne pas diluer le calibre de la Ligue B. Parce qu'imaginez si on prenait 2 équipes de plus, donc tu as tous les meilleurs joueurs qui partent en National League, tous ceux qui sont les Suisses dominants de la Swiss League font le saut, tu dilues vachement ton niveau en Swiss League, qui parfois, à cause des farm teams, fait peine à voir certains soirs, hein, surtout à cause des farm teams. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Swiss League, l'augmentation du nombre de joueurs étrangers en haut. Mais effectivement, la Swiss League fait face, à mon avis, à beaucoup plus de défis que la National League. La National League roule bien. On est en train d'essayer de parfaire, de s'améliorer, de faire un peu plus d'argent ici et là. La Ligue nationale, c'est une affaire qui roule, pas cette année, mais dans l'ensemble. Et la Swiss League est en cruel manque d'identité. Il y a certains clubs qui ont des identités régionales, d'autres pas. Et il y a des gros écarts. Et moi, je vous pose la question, si on monte Martigny et Bâle, par exemple, parce que c'est de ceux-là qu'on parle, est-ce que c'est vraiment des gros marchés pour la Swiss League, des marchés qui, dans le passé, nous ont prouvé qu'ils avaient beaucoup de peine à survivre par eux-mêmes, qui n'attirent pas tant de spectateurs que ça, qui font face à beaucoup de concurrence aux alentours. Même si on ne prend plus Zouk Academy, Ticino Rockets, je peux vivre avec, mais si tu remplaces par Martigny et Bâle, il y a quand même des historiques derrière qui prouvent que le hockey là-bas, c'est difficile de jouer de 500 000 la problématique, Stéphane, c'est qu'ils étaient montés en Liga à l'époque et que ça qu'ils avaient traîné les dettes de la Liga en Ligue B. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait faillite. En Ligue B, ils étaient absolument concurrentiels. Martigny, il y a eu d'autres problèmes dans la gestion où certains se sont vus plus gros qu'un bof. Avec les investisseurs russes quand ils ont renommé ça en Red Ice, où le but c'était de monter en National League, d'avoir une nouvelle patinoire dans les 3 ans, et ils ont mis un pognon pas possible, et puis quand il a fallu payer les dettes, tout le monde a disparu. Mais là, si Martigny monte, ce serait visiblement sous l'égide de Lausanne, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Est-ce qu'on veut encore ça? Est-ce qu'on veut un farm team? Parce que ça serait éventuellement un farm team au début, puis peut-être qu'il volerait de ses propres ailes après, mais le marché, Martigny n'est pas un mauvais marché de hockey
en MySports en première ligue, mais en Swiss League, ça a eu été dans certaines années où il y avait un mécène, M. Grand, vous vous souvenez de ça. Maintenant, voilà. Puis encore une fois, vous mettez 3 équipes en Swiss League en Valais. Est-ce qu'on ne se bouffe pas un peu entre nous? Toi, tu ne vois pas Viège au-dessus avec la nouvelle patinoire? Géographiquement et au niveau du business, je pense que oui. Je l'ai déjà dit que je pense que Cloton et Viège seraient peut-être les 2 équipes qui, logiquement, pourraient avoir... Cloton pour son passé et son budget, Viège pour des raisons géographiques, avoir une équipe en National League en Valais, ce serait peut-être une fois logique. Est-ce qu'ils ont les rangs assez solides? Et là, pour l'instant, c'est plutôt Ajoie qui a l'air de vouloir se profiler pour monter en National League. Est-ce que c'est logique? Moi, Stéphane, voilà. Je replace un tout petit peu ce débat sur la Swiss League, sur les clubs intéressés à la montée. Ouais. Le cas Martigny, je suis d'accord. Il y a plusieurs exemples de faillites, de gestion problématique. Je comprends, je sais même qu'il y a beaucoup d'équipes dans la ligue qui sont pas chaud à les voir revenir avec ce qui s'est passé déjà, sauf erreur, à 3 reprises, hein, si je ne m'abuse, dans les 30 dernières années. Donc, c'est beaucoup. Mais l'exemple de Bâle, bon, on a parlé, ils ont eu une promotion en Liga qu'ils ont traîné comme un boulet. Ils ne sont pas, entre guillemets, restructurés façon Ligue B comme ils auraient dû à l'époque. Mais c'est quand même la 3e ou 4e ville de Suisse. Une belle patinoire. Il y a une patinoire fantastique de 6300 places, il y a des structures, il y a un mouvement junior, pour Bâle, une présence en Ligue B, même en Suisse alémanique, ils ont tous conscience que ce serait vraiment un apport. Et puis, je me dis quand même que je prends l'exemple d'Arosa qui a vraiment l'intention de revenir. Alors, ils ont un passé, on ne vit pas sur le passé, mais peut-être que le fait d'avoir ce nom-là, ça peut encore parler un peu à des sponsors, à des gens. Dans les Grisons, il n'y a qu'un club, c'est un grand canton, il y a beaucoup de patinoires, il y a beaucoup de hockeyeurs. Je pense que, par exemple, un club dans les Grisons qui s'appelle Arosa Aquar, moi je m'en fiche un peu, mais je pense que dans les Grisons, il y a aussi une place pour un club de Ligue B. Donc, en Swiss League, je pense qu'il y a encore un potentiel non exploité. Il y a peut-être d'autres villes encore un petit peu à élargir, peut-être sur Lucerne, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas toute faite, mais en tout cas, il y a des réformes qui. Je pense que dans l'idée de ceux qui font la réforme de la Swiss League, c'est plutôt intéressant de se dire aujourd'hui où sont, entre guillemets, nos boulets et où sont nos potentiels de développement et des choses intéressantes qui sont mises sur la table. S'ils sont indépendants, un peu comme la National League, ils pourront faire un peu comme ils veulent. S'ils décident, on vous prend, Martigny, on vous prend ou pas, ou Hutteville, ou quelque chose comme ça, ils pourront dire, voilà, c'est nous qui gérons, c'est notre société, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Relégation, promotion, relégation, c'est pas la fédération qui va faire ça pour nous. Si on décide qu'on en monte 2, puis on en exclut 2, ils peuvent, théoriquement. Oui, puis on a quand même des cas où des clubs de Swiss League, je prends l'exemple de Sierre, qui s'est quand même bien appuyé sur son partenariat avec Genève, autant sa dernière saison en MySports League que la première en Swiss League. Ils se sont bien appuyés sur ce partenariat pour maintenant, gentiment, pas le mettre de côté, mais faire son propre chemin. Et je pense qu'il y a peut-être un exemple, on parlait de Martigny, je crois que c'est Pascal, tu as amené cette idée. Martigny peut un peu commencer comme ça, et on le voit maintenant, il a besoin de joueurs qui viennent de l'extérieur pour peut-être un peu plus tard, s'il le veut, s'il a vraiment de l'ambition et les reins assez solides, s'affranchir de cette contrainte, entre guillemets. Alors, je te remercie de m'attribuer quelque chose que Stéphane a dit, Régis. Il y a un autre problème dans tout ce que vous discutez, c'est on parle de Martigny comme farm team, on veut exclure les farm teams. Il y a toujours Guetze qui traîne là-dedans parce que Guetze, c'est un club historique de Swiss League, donc il faut les laisser et puis il ne faut pas vexer le Grand Zurich. Mais pour l'instant, la Swiss League... Tu dis rien, quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais il y a quand même le problème de la définition de la Swiss League. Si on accepte une Swiss League indépendante de la National League, est-ce qu'au final, ces clubs, est-ce qu'ils doivent aussi accepter les licences B des clubs de National League et donc le développement des jeunes joueurs qui ne joueront pas forcément chez eux? Mais bien sûr, elle aura toujours un rôle à ce niveau-là. Et l'un n'exclut pas l'autre, à mon avis. Je pense qu'on doit garder, et c'est ce qui me déplaît fortement actuellement dans cette Swiss League, on a enlevé tout intérêt sportif en bas du classement. Ça veut dire que tu fasses 10 points au terme de la saison ou que tu sois à la lutte avec les meilleurs durant toute la saison, on n'en a plus rien à battre. Ça fait 3 ans, on a supprimé la relégation. De toute façon, et je pense qu'on doit réintroduire une forme d'intérêt aussi pour ça.
Moi, c'est mon sentiment. Claire. Je ne dis pas qu'il faut un relégué automatique, mais au moins qu'on mette quelque chose, un peu d'intérêt aussi dans tous les sens dans cette ligue. Alors, j'ai envie de vous donner un exemple, messieurs, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs fédérations qui ne gèrent pas leur ligue. Hein. Il y a le cas notamment Hockey Canada, USA Hockey avec la NHL. En Europe, ça existe aussi, hein, des cas où les ligues sont indépendantes de leur fédération et ça fonctionne très bien en Suède, en Finlande. En Finlande, ça a été un peu plus compliqué, mais la SHL existe depuis 1975, l'Allsvenskan un peu plus récent, et pourtant ces deux ligues collaborent avec la fédération, et quand ça a été créé, il y a moins eu de conflits. Alors, c'était moins médiatisé à l'époque, mais ça fonctionne. Là, on part sur de mauvaises bases, j'ai l'impression, entre la fédération, la National League, la Swiss League, les clubs, les joueurs. Est-ce qu'il y aurait... Il y a toute une question de timing aussi. Avec la crise actuelle, la pandémie, finalement... On mélange beaucoup de choses. On mélange tout, et puis on essaie tous de tirer la couverture à soi, plutôt que d'essayer d'avancer et de trouver un consensus tout helvétique. Est-ce que ce processus-là n'a pas été avancé parce que c'était dans l'idée de Marc Loutier de se séparer de la fédération? Il y a beaucoup de dirigeants qui en parlaient depuis des années, la séparation avec la fédération, on est en train de supprimer la relégation et tout ça, mais est-ce qu'on a le COVID n'a pas agi comme un catalyseur? On dit, ben là, c'est le moment où jamais... On a des problèmes financiers, les gens vont peut-être comprendre, etc. Tu penses quoi, Jean-Philippe, de ça, toi? Oui, c'est juste, c'est tout à fait possible. C'est une hypothèse que je peux entendre. Et puis, pour revenir sur ce que disait Pascal, de ne pas réussir à s'entendre, ce n'est pas très suisse. À mon avis, ça ne va pas durer. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à un problème tel, il va y avoir pas une impasse, mais quelque chose de tellement dérangeant qui va forcer à mettre tout le monde autour d'une table. Et puis, c'est peut-être une question aussi de petite querelle d'ego. Je veux dire, les dirigeants sont là, certains sont là depuis longtemps, mais ils ne seront pas éternels. Hein. Donc, ce n'est pas dit que quelqu'un de plus... et je vise personne en particulier, mais je dis, on peut toujours revenir à des sentiments un peu plus cordiaux. Et un jour ou l'autre, suivant le problème auquel vont faire face les différents partenaires, que ce soit le syndicat des joueurs qui n'en pourra plus, ou bien on va arriver, si un jour, on arrive à une grève ou à une opération coup de poing, j'y crois pas, en tout cas pas en court terme, mais si ça devait arriver, là je peux vous dire que tout le monde se mettra assez vite autour de la table, parce que le vrai business, le vrai modèle d'affaires, comme tu dis Stéphane, sera en danger. Et à ce moment-là, tout le monde va trouver le moyen de mettre un peu d'eau dans son vin pour que ça fonctionne encore. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi, c'est vous regardez aujourd'hui, beaucoup de CEO et surtout beaucoup de directeurs sportifs sont d'anciens joueurs qui jouaient il n'y a pas si longtemps en arrière, qui étaient dans le vestiaire avec un paquet de joueurs maintenant, ils sont passés du côté des patrons. Et je me demande comment eux auraient, parce que c'était presque tous des caractères forts par définition s'ils sont passés dans ces jobs-là, comment eux auraient réagi à des mesures qui leur auraient été imposées par ailleurs, par d'autres gars avant eux, parce qu'il y avait moins de directeurs sportifs qui étaient d'anciens joueurs avant, il y a beaucoup plus d'administrateurs que d'anciens joueurs. Maintenant, les anciens joueurs comment ils auraient réagi, eux, à l'époque? Comment Steinegger a réagi, Ducor a réagi, Raphaël Berger a réagi, Weibel, Neymet, Dubé, etc. On sait que ces gars-là, ils voulaient gagner le maximum, puis ils ont signé des bons contrats pour la plupart, puis certains ont été des clubistes, d'autres pas. Voilà. Moi, je pense que des fois, ils doivent se faire se dire par des gars avec qui tu es dans le vestiaire. Hey, toi, le gros, là, à l'époque, tu aurais fait quoi, toi? Tu te serais pas rebellé contre ça? Tu aurais dit quoi? Ah, c'est intéressant. C'est quoi la... Parce que c'est pas des gars qui ont 70 ans, il y a des gars qui étaient dans le vestiaire il y a moins de 10 ans. Stéphane, je vais reprendre un mème à Internet. Hein. Je crois que la question, elle est vite répondue. Je pense qu'ils auraient réagi comme les joueurs. En toute honnêteté, parce que c'est l'intérêt de chacun qui passe aussi avant les intérêts communs. On regarde aussi toujours sa petite cuisine. Et puis effectivement, si on est menacé d'avoir une baisse de salaire parce que son rôle, c'est ça, le confort qu'on a et la chance qu'on a de pouvoir vivre de sa passion, bah, parfois c'est difficile aussi d'oublier de ce qu'il y a. Mais après... Il reste encore une chose, on parlait du timing, je vous rappelle que l'année prochaine, c'est la renégociation des droits télé, ça nous concerne beaucoup même, donc c'est aussi peut-être ça aussi qu'il faut mettre dans la balance de ces décisions qui sont en train d'être prises maintenant avec cette séparation, c'est qu'au final, la Swiss League va pouvoir négocier de son côté avec des chaînes de télévision, la National League va pouvoir négocier de son côté avec les chaînes de télévision, et la fédération va devoir négocier de son côté pour que son équipe nationale soit visible et ses sponsors soient visibles.
Oui, ben là, Pascal, je pense que ce ne sera pas aussi net que ça. Je pense que c'est typiquement un truc où il y a beaucoup d'argent à la clé, donc on va devoir se mettre à table ensemble et proposer des packages. De dire, OK, si vous prenez ça avec les playoffs, mais vous prenez aussi, vous voulez le gros morceau qui ramène quelque chose, mais il faut aussi prendre, je ne veux pas dire le hockey féminin, parce que voilà, médiatiquement, ça ne rentre pas dans la négociation, mais ça faisait partie du package qu'on a pris voilà, il y a 4 ans. Il faut prendre, voilà, c'est ça. Et je pense que ça, la National League, la Swiss League et la Fédération vont réussir parce qu'il y a de l'argent au bout et de l'argent vital pour le modèle d'affaires. Ils vont réussir à se mettre d'accord, à trouver justement des packages à proposer aux entreprises qui vont être intéressées à acheter ces droits. Donc actuellement, on est en train de vivre le début du divorce difficile, quand les parents se tapent dessus devant les enfants. Et puis dans quelques semaines, ça va être un peu plus facile parce que tout le monde va voir le bien commun des enfants, justement. Les enfants étant les joueurs, les hockeyeurs, les clubs, les télévisions. Il y a trop d'intérêt pour qu'on réussisse pas à s'entendre. Jean-Philippe a raison sur ça, mais à un moment donné, tous les partis devront être entendus avec les intérêts de chacun. Et le but, les gars, c'est du business. Il faut le considérer comme un business. Le but, c'est que tout le monde remplisse les patinoires, tout le monde fasse de l'argent. Les joueurs veulent gagner le plus possible, les dirigeants veulent gagner le plus possible, les actionnaires veulent gagner le plus possible. On veut rentabiliser des investissements. Et tout le monde a le même intérêt. Il faut s'entendre. On est 8 millions, il faut se parler. C'est le dicton qui disait. Il faut se parler, il faut négocier. Et moi ce qui m'insupporte le plus, c'est quand on dit eux, ils sont que des employés, ils n'ont pas leur mot à dire. Dirigeants, c'est cette scission de dire nous, on décide tout. Non, moi, je pense que c'est plus complexe que ça et ça doit se faire dans plus de respect. Et Tanner Richard a réagi, je trouve ça très bien, mais est-ce qu'on a besoin qu'un joueur sorte sur les réseaux sociaux pour dire non. C'est des joueurs comme ça qui doivent monter aux barricades, mais je pense que ça pourrait se faire de façon plus coordonnée. Plus suisse. Stéphane, en tout cas, tu as mérité ton passeport sur cette conclusion de discussion, puisque tu es arrivé sur un consensus. J'avais dit que s'il y avait des questions sur les clubs, on allait les prendre. Il y en a une, elle t'est adressée, Stéphane, c'est Florian qui nous parle de ça. Que penses-tu de la baisse de salaire proposée à Andrei Bikov pour sa prolongation de contrat à cause du soi-disant Covid et l'arrivée de Diaz à Fribourg? Puis Jean-Philippe Régis, si vous avez un avis, vous pouvez aussi le donner. D'accord. Bon, pour moi, c'est l'offre et la demande. Si on lui offre tant d'argent, c'est parce qu'on pense qu'il ne pourra pas avoir mieux ailleurs et qu'il voudra rester à Fribourg. C'est du business. Je veux dire, Dubé va essayer de le signer le moins cher possible. Et bien, le problème avec Bikov, c'est que s'il s'appelait Tartampion, tout le monde s'en foutrait. Mais il s'appelle Bikov, il a toujours joué au club, il a des belles années. C'est un gars qui représentait avec Julien Sprunger le club pendant des années. Quand on passait à Fribourg, on pensait à Bikov, le père et le fils, et Sprunger. Et là, tout à coup, il vieillit un petit peu moins performant, même si je trouve qu'il fait une très, très bonne saison, soit dit en passant. Et il y a une carte émotionnelle avec Bikov. Est-ce qu'on lui doit le payer plus parce qu'il s'appelle Bikov, puis qu'il a été un clubiste, puis il a rendu des bons services? Ou est-ce qu'on doit dire non, on va te payer à ta juste valeur sur le marché maintenant? C'est ça la question. Puis est-ce que c'est sa juste valeur? Peut-être que c'est un peu bas selon ce que j'ai entendu, ou peut-être que Dubé mise sur le fait qu'il ne veut de toute façon pas partir. Il va rester là, puis il va signer. C'est ça la question. Est-ce qu'on ne profite pas du fait que c'est un clubiste pour avoir moins, comme on a fait un peu avec Motet? Parce que Motet, les gars, selon mes informations, 16 buts, un des meilleurs buteurs du championnat cette année. Pas cher, hein? Dans les rapports qualité-prix, là, waouh, ça c'est toute une affaire, Kylian Motet, je pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Stéphane, le problème pour Andrei Bikov, c'est qu'il a fait toute sa carrière là. Et y a-t-il un autre club intéressé à lui faire une bonne proposition d'un contrat vraiment supérieur à celui qu'on lui fait à Fribourg? Et je me permets d'en douter, parce que je ne suis pas dans la vérité, mais j'ai des doutes. C'est l'offre et la demande, je ne sais pas. Je sais pas ce que. Moi, je pense que oui. Là, moi, je pense qu'il vaut un peu plus que ce qu'on lui offre probablement. Mais est-ce que lui, écoutez, il a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, on ne se cachera pas. Est-ce que lui va se dire, bon, je pourrais peut-être avoir 100 000 de plus ailleurs, 50, 100 000, 120 000 de plus ailleurs, 150 000. Est-ce que je vais aller à Langnau ou je vais aller à Bienne ou je vais aller à je ne sais pas où, à Rapperswil pour jouer 2 ans pour 100 000 de plus, alors qu'il a probablement gagné dans sa carrière, allez, plus de 5 millions. Je fais un gros, je dis, mettons qu'il a gagné en moyenne 500 000 par année depuis 10 ans. Je pense que je suis à peu près juste ou peut-être en dessous même. Est-ce que rendu à son niveau, il va changer de club pour 100 000 de plus peut-être? Là, je fais des calculs grossiers. Je ne pense pas.
Mais d'un autre côté, il y a le sentiment, même s'il n'a probablement pas besoin de cet argent, il va se dire, ben, sous de ma gueule ou bien? Non, mais c'est sérieux parce que lui, il sait que Aaron, il gagne un saladier, puis d'autres gars ont signé pour des saladiers. Il se dit, attends, moi, 2 minutes, là, je regarde ma fiche cette année, je pense que j'apporte encore plus qu'Aaron, puis tu me proposes 60% de moins qu'Aaron, par exemple? Non, on va peut-être dire. C'est peut-être le sentiment que le joueur va avoir à ce moment-là, plus que l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Philippe, tu penses quoi de ça? Moi, je ne connais pas honnêtement les revenus exacts des joueurs. Hein. C'est chaque fois je les entends. Mais il y a une chose que je peux dire, et là je suis certain, c'est que c'est un autre Andrei Bykov que l'année dernière. Et moi, d'ailleurs, je le lui ai dit, j'ai vraiment trouvé qu'il fait une saison, déjà visuellement, l'impact qu'il amène, il a de la vitesse, il génère énormément, il amène beaucoup de pucks en direction du but. Il a eu un peu de malchance à la finition, et ses stats ont eu de la peine à décoller, ça a décollé un peu hier contre Davos. Mais je pense que. Et puis, tu peux le faire jouer au centre du premier bloc quand Desharnais n'est pas là. Ben, il a livré la marchandise. Tu le fais jouer à l'aile du troisième bloc pour essayer de relancer. Qui c'est qui jouait là? Il y a Valzer et puis Rossi, je crois. Non, il remplaçait Rossi, qui était blessé. Sur l'aile, il fait le job. Il ne l'a pas encore mis en défense, mais voilà, c'est pas encore pas au but. C'est encore pas un Timothy. Il joue à 4 contre 5. Il joue à 4 contre 5. Il s'est réinventé. On lui a demandé, écoute, Andrei, tu n'as plus les mêmes qualités qu'au tout début de ta carrière. Joue un peu autrement. Il s'est adapté. Il y arrive. Moi, je pense que Christian Dubé doit quand même, s'il est honnête, c'est un joueur hyper utile dans son effectif. Et pas seulement au niveau des points, mais au niveau pas seulement au niveau du nom. Et pas au niveau du nom. Non. Je pense honnêtement que cette année, il est exemplaire. Il a pu faire des erreurs dans sa carrière, peut-être il y a 5, 6, 7, 10 ans. Je pense que celles-ci, elles sont loin derrière. C'est devenu un joueur responsable aussi défensivement. Hein. On ne vous met pas 4 contre 5 pour rien. Et il a pas beaucoup perdu de sa verve offensive. Moi, je pense qu'il va être signé à un moment donné. Et puis, on trouve toujours une solution pour un joueur qui veut rester et un club qui ne veut pas envoyer son joueur quelque part. Question de Olivier et de Romain par rapport à Mirko Müller. Alors, il y a une rumeur pour le Mirko Müller à Lausanne, il y a une rumeur pour Mirko Müller à Zug. C'est plutôt Lausanne, plutôt Zug, plutôt la NHL pour lui? Lui, aujourd'hui, ce matin, il y a encore un club suédois qui s'est vu offrir les services de Mirko Müller. Hein. Exact. C'est Brynäs en Suède, ouais. Stéphane? Il est libre, donc il est en train de négocier un peu partout. De source sûre, je peux vous dire que ses demandes salariales sont élevées. Peut-être qu'il a raison. Il y a quand même un CV qui parle pour lui. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à ce prix-là en Suisse? Ça m'étonnerait. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui va toucher plus qu'1 million, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de clubs. Et là, il y a des tractations qui se font. Et je pense que si ça ne se règle pas, c'est que lui tient son bout sur son salaire. Puis il y a des clubs qui disent c'est toujours une question de prix. Hein. S'il baissait ses prétentions salariales, il trouverait facile. Et lui, évidemment, il veut une clause de sortie pour la NHL. Lui, ce qu'il souhaite, c'est jouer encore jusqu'à la fin de la saison. Et s'il peut repartir, il est encore jeune, il va repartir. C'est exactement. Mais effectivement, il y a eu des discussions avec Lausanne, il y a eu des discussions avec d'autres clubs. Apparemment, ce n'est pas signé selon Svoboda. Est-ce que c'est plus avancé qu'on le pense? Je n'en sais rien. La rumeur était à Lausanne, mais bon, il a été annoncé en rumeur un peu partout. Hein. Donc, Stéphane, juste une petite question comme ça. Il y a combien de joueurs qui ont dit « Je reviens jouer un petit peu en Suisse, mais c'est reculer pour mieux sauter, je vais repartir ». Il y en a combien qui sont repartis? Alors, il y a Glenn Metropolite, il y a Chris Di Domenico. Non, on parle de Suisse. Justement, c'est pour ça que je cite cela. J'ai bien compris ta question aussi. C'est ça, c'est très peu. Très peu, effectivement. Un des exemples de ceux qui a dit ça et qui est toujours là, c'est Tanner Richard, dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Christophe Berchi, il a encore une clause cette année. Bien sûr. Joël Vermine. Ils sont nombreux à dire je reviens en Suisse pour repartir. Mais c'est parce que quand ils veulent repartir, ils veulent des contrats one-way, des contrats qui leur garantissent un salaire NHL, parce que sinon ils perdent trop d'argent. Au bout d'un moment, les gars, ils ne sont pas cons non plus. Ils ne vont pas aller là-bas avec le risque. Comme Gaétan Haas, il a dit moi, si je ne reste pas en NHL, je ne veux pas aller en HL, gagner 70 000 ou 80 000 $, je vais revenir ici. À un moment donné, il y a une certaine logique, à un certain âge. Il a 29 ans. Hein. C'est ça, la carrière est très courte. On parle qu'Hoffman va partir l'année prochaine. Il aura probablement un contrat one-way. On trouve un contrat qui va lui garantir un contrat NHL qui gagne au moins équivalent en net de ce qu'il gagne à Zug. Donc, on parle d'un salaire de 2 millions aux États-Unis. Là. Donc, c'est un peu ce serait ses prétentions là-bas, évidemment, s'il partait. Mais Mirko Müller va
probablement rebondir quelque part, mais où? Et attention à Mirko Müller. J'ai parlé avec un directeur sportif récemment. Il me dit, ouais, Marco Müller, c'est bien beau, là, mais ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Oui, et c'est pas Romagnosi non plus. Hein. Et c'est non, c'est un défenseur défensif. C'est pas du tout le même type de défenseur. C'est un gros, grand bonhomme. C'est plutôt un stay-home defenseman. C'est un gars qui pourrait faire ses points en Suisse, mais c'est plutôt un... Je pense qu'il ressemble plus à Barberio qu'à Tom Ernest, disons. Mettons. Qu'à Yossi. Puis je pense qu'il peut jouer dans les deux sens ici, mais c'est surtout un défenseur. C'est un défenseur qui est assez typé Amérique du Nord. Petite patinoire, avec un gros, grand costaud. C'est pas une grande mobilité. Avoir les succès qu'il pourrait avoir ici. Mais disons que ses prétentions salariales sont très, très élevées, raison pour laquelle il n'a pas signé nulle part à date. Merci, messieurs. Il reste une rubrique. Nouvelle rubrique dans ce overtime. Je vous ai demandé à chacun de sélectionner votre joueur du mois de janvier. On va commencer avec Jean-Philippe. Qui était ton joueur sur ce mois de janvier? Alors, mon joueur sur ce mois de janvier, c'est le capitaine des Dragons, Julien Sprunger. Parce que quand vous voyez le début de saison qu'il avait mis en place, il a été blessé au genou, il avait de la peine à trouver sa place. On lui demandait très souvent, mais Julien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne va pas au fond, ce puck? Évidemment, s'il avait eu la réponse, il l'aurait mis au fond. Donc, c'était une période extrêmement pénible pour lui, même si avec l'expérience, on relativise un peu. Il a tenu bon. Et puis là, maintenant, vous voyez, depuis au mois de janvier, c'est 7 buts, 2 assists en 12 matchs, dont un triplé contre Berne. Encore un but important hier contre Davos. Voilà, ça, c'est le joueur du mois de janvier pour moi. J'enchaîne? Ouais, vas-y. Alors moi, j'ai mis une petite piécette sur Sven Andrietto, qui, pour moi, est revenu en Suisse, octobre, novembre, ouais. Voilà, il est revenu pour toucher un bon salaire, pour être dans la région zurichoise. Très franchement, je me demandais si c'était le bon choix d'avoir, entre guillemets, investi sur lui à la place de plus sous terre. Et puis là, en janvier, il est en train de me fermer le caquet, si j'ose dire. 12 matchs, 15 points, une présence mais, de tous les moments. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. J'ai regardé rien que sur le mois de janvier avec... 6 coéquipiers différents, les statistiques sont restées élevées. Vraiment, il s'est perdu l'année passée dans l'Oural en KHL, mais je pense que ce gars, c'est un top joueur pour notre championnat. Cette fois, j'en suis absolument persuadé. Bon, comme les deux ont pris mes joueurs que je voulais prendre, je vais prendre un autre. Mais voilà, moi, je prends la 3e étoile. C'est Johan Van Polterberg à Bienne, où il a connu un mois de janvier. Super mois de janvier. Bon, il a pris 5 buts hier, il a pris une fois 4 buts, mais le reste du temps, c'est 3 buts et moins, voire 2 buts et moins. Donc, il a été excellent. Son pourcentage était anémique en début d'année, au-dessus de 90%. C'était compliqué. Et là, il a monté son pourcentage global à 92%. Donc, pour monter de 2-3%, là, il faut que tu enfiles beaucoup de bons matchs, que tu aies beaucoup de shoots et puis que tu enfiles des bonnes statistiques. Il a été très bon. Vous allez me dire, ouais, mais bien a joué dernièrement contre des équipes moins bonnes. Berra aussi joue contre des équipes moins bonnes, puis ça compte dans sa moyenne. Donc, voilà, à 92%, avec le début de saison qu'il a eu, c'est vraiment, il s'est vraiment amélioré. Et il montre maintenant la confiance qu'il montrait dans les matchs amicaux. Moi, j'en avais parlé en bien dans un studio au début d'année. Et puis, je pense qu'il a beaucoup de talent, ce jeune-là. Et là, on voit qu'il a quand même un petit peu plus de confiance. Et je pense que c'est tout bénéfice pour Bienne qui accorde beaucoup moins de buts. Vous allez me dire, OK, on va oublier le match d'hier, le retour de Berne, mais il accorde quand même beaucoup moins de buts. On a perdu contre Zug et Zurich des petits scores 2-0. Et je pense que les succès du HC Bienne sont reliés à la performance. Comme toutes les équipes, vous allez me dire, mais sont reliés beaucoup à la performance de Van Polterberg, qui est un gardien numéro 1 incontestable à seulement 22-23 ans. Les gars, il n'y en a pas beaucoup qui ont assumé ce rôle-là en si bas âge. Alors moi, je vais faire beaucoup plus court que votre très beau développement. Moi, j'ai choisi Jan Kovar, le top scorer de la Ligue. C'est un peu le choix de la facilité, mais tout simplement parce qu'à part le 5 contre Davos, Monsieur Kovar a mis 1 point au minimum par match durant le mois de janvier. Et pour moi, il symbolise la régularité de Zug durant cette période et le fait que Zug cartonne en tête du championnat. Merci messieurs pour ces joueurs du mois. Si vous en avez d'autres, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à l'image de Florian, qui nous dit que lui a trouvé Corvi très impressionnant à Davos. C'est vrai. On en avait qu'à 4. Hein. On en avait que 4, au final. Non, mais bon, c'est qui a fixé les règles encore? C'est toi, Pascal? C'est moi en l'occurrence.
On va pas faire notre équipe du mois, là. Je sais pas, Steph, si on n'est pas content, on se met ensemble, on fait un syndicat, puis on peut discuter avec Pascal comme ça. Je suis d'accord. Je vote pour. Du coup, on fait grève jusqu'à lundi prochain. Mais c'est toi qui l'organise. Hein. Allez, sur ces bonnes notes. Merci Jean-Philippe. Merci Régis. Merci Stéphane. Merci à vous aussi. Il y a eu énormément de commentaires. On n'a pas pu tous les prendre, mais merci beaucoup pour votre participation dans les commentaires. La rediffusion dans quelques instants sur Facebook. Pour ne manquer aucun autre épisode d'Overtime à commencer lundi prochain, pensez à vous abonner sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, ainsi que nous suivre sur Twitter et Instagram. Excellente fin d'après-midi. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bye.